Bonjour et bienvenue dans nos quartiers, émission consacrée aux médias des cités, des médias nés des quartiers populaires et fabriqués par ceux qui y vivent. Mission, sortir des clichés sur le mode racaille, deal, tournante, violence. Notre invité, Rokhaya Diallo, bonjour. Bonjour. Avant de regarder ensemble notre reportage Blog des cités, commençons par vous. Vous naissez à Paris, de parents ouvriers, immigrés du Sénégal, père mécanicien, et puis votre mère enchaîne des petits boulots dans l'associatif. Vous, après des études de droit, vous devenez éditorialiste, essayiste, fondatrice de l'association Les Indivisibles, dont l'objectif, c'est de déconstruire grâce à l'humour les préjugés raciaux. Et ce collectif décerne les fameux Yabon Awards aux meilleures phrases racistes. Yabon Awards 2013 décerné en juin à Jean-François Copé et Véronique Jeunesse. Voilà, Jean-François Copé pour ses fameux pains au chocolat et Véronique Jeunesse qui a avoué après avoir réfléchi qu'elle se sentait islamophobe. Oui, on s'en souvient bien. Oui. Et vous, dans les médias, après avoir été chroniqueuse sur Canal+, polémiste sur RTL, vous animez une émission sur la chaîne parlementaire et vous êtes en plein montage de votre premier documentaire, un 52 minutes, intitulé « Les marches de la liberté ». Absolument. J'ai profité du fait que 2013 était à la fois l'anniversaire des 50 ans de la marche de Martin Luther King sur Washington et les 30 ans de la marche pour l'égalité contre le racisme qui sont en train d'intervenir en ce moment en France. Donc c'est un regard croisé de jeunes Américains qui visitent la France et qui découvrent toutes les questions d'inégalité auxquelles nous sommes confrontés en France. Et voilà, il est en train d'être fait pour France O pour le coup. Oui, et j'ai vu le début, c'est pas mal du tout. Hein. Un documentaire, quand d'autres choisissent de monter des sites internet, des radios, des blogs, parlons des médias des cités, médias dits de proximité, relais d'opinion des quartiers. D'abord, précisons que beaucoup étaient nés après les émeutes de 2005, mais que 8 ans après, ils sont nombreux à avoir disparu. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vraiment la difficulté à laquelle sont confrontés tous les médias, en particulier les médias issus des quartiers populaires. Il y a eu un boom après les révoltes de 2005 à Clichy-sous-Bois et un peu partout en France parce qu'on a vraiment ressenti le besoin d'exprimer une parole qui était très très peu visible dans les médias traditionnels. Mais c'est un modèle économique qui est encore très très fragile et qui rend les choses très difficiles en termes simplement de durée de vie. Donc on a aujourd'hui le Bondi Blog qui a survécu. Alors justement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que quelque chose change? Est-ce qu'une nouvelle génération prend la parole? Quels sont les médias existants et que disent-ils? Alors, ce qu'on constate, c'est qu'il y a effectivement une génération qui a vraiment émergé, en particulier du Bondi Blog, des jeunes qui sont issus de quartiers populaires, de banlieues, qui avaient été très impliqués dans la création de journaux dans leur lycée, etc., qui se sont formés au journalisme grâce au Bondi Blog. Et le Bondi Blog a permis aussi la création d'une prépa qui permet d'accéder aux grandes écoles de journalisme. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau, mais dont on verra les conséquences, à mon avis, pas immédiatement, un peu plus tard, lorsque ces jeunes pourront intégrer les grandes rédactions et seront en position d'être plus visibles et peut-être plus lisible dans les médias écrits. Il y a Respect Mag aussi. Respect Magazine qui a été créé là maintenant il y a un peu plus de 10 ans me semble-t-il pour décoloniser les imaginaires à l'époque et c'est vrai que c'est un magazine qui a apporté beaucoup de choses aussi bien en termes de graphisme, de visibilité de certains acteurs, de paroles, une parole vraiment très très décomplexée sur des sujets sur lesquels les médias ne sont pas toujours très à l'aise, notamment les sujets relatifs aux minorités raciales, aux quartiers populaires, etc. Donc vraiment Respect a joué un très grand rôle et en particulier Mark Shepson qui est aujourd'hui très très actif sur cette question. Et Presse et Cité qui produit notamment le journal officiel des banlieues. Alors Presse et Cité, c'est un acteur beaucoup plus récent qui est apparu il y a quelques années maintenant, qui produit le journal officiel des banlieues, qui collecte un petit peu toutes les initiatives issues des quartiers populaires, qui d'ailleurs aujourd'hui est très actif sur les 30 ans de la marche pour l'égalité, organise des expositions, des conférences, et essaye vraiment de faire en sorte que ces acteurs se rencontrent et puissent produire de l'information. Alors ces médias ont quel public et ont quelle influence ? Alors ça, c'est vraiment la difficulté, c'est de mesurer l'influence de ces médias. Alors ils ont un public malheureusement qui, à mon avis, n'est pas si important que ça dans les quartiers populaires. Il existe, hein, mais c'est un public qui n'est pas très important. Je pense qu'il y a beaucoup d'institutionnels qui lisent ces revues, ces magazines, beaucoup d'enseignants. Mais je crois que c'est pas forcément ce sont pas forcément les médias qui ont réussi à infléchir la tendance qui est celle des quartiers populaires de décrocher des médias de manière générale. Donc, mais en même temps, par exemple, sur ce qui s'est passé sur
sur Trappes, on a pu voir que les habitants de Trappes, très rapidement, ont décidé de s'adresser à des sites plutôt communautaires parce qu'ils ne faisaient pas confiance aux grands médias. Ouais. Donc il y a quand même un rôle qui peut être joué. Alors les médias communautaires, on en parlera tout à l'heure. Raison sur les médias de quartier. En fait, ce qui se crée beaucoup parce que la structure est légère, ce sont les blogs, ce sont surtout les filles qui en tiennent. Hortense Villatte et Félix Huel ont rencontré deux d'entre elles, figures emblématiques de Seine-Saint-Denis. L'une ne lâche jamais son appareil photo, l'autre préfère les mots, mais toutes les deux racontent de l'intérieur la vie quotidienne de leur banlieue, l'héritage familial, l'attachement à leur cité, le snobisme des Parisiens aussi. Reportage. Alors moi, mon blog, c'est le récit de mes aventures rocambolesques comme Hippocagne. L'année que j'avais si envie de vivre et finalement, c'est l'année qui n'a pas été à la hauteur de mes espérances. Je poste des photos de mon quotidien. J'ajoute toujours une petite phrase qui m'amuse bien et qui parfois amuse bien les autres aussi. Et pour ça, Kumba trouve l'inspiration dans son quartier, sur le chemin qui l'amène du métro à chez elle. Son appareil photo, toujours à portée de main, Kumba capte l'instant, un regard perçant, à l'affût de l'insolite. Qu'est-ce que tu as trouvé bien là avec le petit couple de personnes âgées? Je sais pas, un truc genre un date du 3e âge, je sais pas. Je pense à un truc du côté de rendez-vous amoureux, mais je sais pas. Car en plus de repérer ce qui fera une bonne photo, Kumba imagine une légende percutante, souvent ironique. Juste derrière vous, il y a un truc que j'avais pris en photo pour mon blog, c'est cette ovni. Je l'ai prise où il y avait une affiche derrière, du coup un film qui s'appelle Rue des Cités. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant à dire. Un ovni débarque dans les salles, donc là, il y avait tout qui matchait bien. Kumba vit ici depuis 27 ans, mais ne tardera plus à partir, alors elle souhaite laisser une trace. Rendre hommage au quartier qu'il a vu grandir. Son blog, c'est son point de vue de la banlieue. Tous ceux qui m'ont fait un retour dessus, ils en sont assez fiers, ils sont assez contents que ça véhicule une bonne image de la ville. En mode, pour une fois qu'on dit des choses cool sur nous. La plupart des gens qui ont parlé des banlieues, où ça reste plutôt un regard masculin, là je pense que ça surprend les gens, parce que ça change simplement, c'est juste peut-être plus féminin, peut-être qu'on a un peu plus d'empathie. Des photos, loin des clichés. Les stéréotypes, Diouma en a justement souffert pendant 1 an. Après son bac, elle a été admise en prépa littéraire dans un grand lycée parisien, mais son étiquette de fille de banlieue ne l'a jamais quittée. Quand on vient de banlieue, parfois ils sont réticents, ils sont hautains et surtout ils sont cassants avec vous alors que vous faites rien de mal. Ils ne cherchent pas à savoir qui vous êtes. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant que banlieusarde, de venir à Paris, d'étudier à Paris? Ils s'en soucient pas. Au fil des lignes, chaque mois un peu plus, Diouma décrit son malaise. Beaucoup avaient un rêve américain, le mien était parisien. Voir comment était réellement la vie de l'autre côté du périph'. Les gens qui habitent dans Paris intramuros sont-ils tous des bourgeois égoïstes qui ne pensent qu'à eux? Les filles sont-elles toutes superficielles et égocentrées? Beaucoup de questions dont je voulais les répondre. Un sentiment d'exclusion qui prendra fin en même temps que l'année de prépa. La jeune fille ne poursuivra pas dans cette voie, mais alors que faire de son blog? Je vais écrire sur la vie de mon quartier, comment ça se passe. Et je vais écrire sur ce qu'on fait. Quand ça me viendra, ce sera publié. Et le premier article de cette renaissance, Diouma l'a intitulé « Rue des Cités ». Une description des mecs de son quartier, ceux qui fument, qui friment, qui trafiquent. Ces mecs de cité, on les aime malgré tous les défauts qu'ils ont. Malgré le fait qu'ils soient parfois trop protecteurs, on les aime à ça oui, et on espère simplement qu'un jour, ils se réveilleront et prendront conscience que le temps file et qu'ils en ont perdu suffisamment et qu'il est grand temps qu'ils se construisent un avenir dont eux-mêmes seraient bien plus que fiers. Des mecs aussi qui sont de bons grands frères, des mecs qui tentent de faire bouger les choses. Les mecs et les filles de cité ne veulent qu'une chose, qu'on arrête enfin de tenir des propos fallacieux et incohérents sur la banlieue et ses cités. Pour savoir ce qui s'y passe, venez simplement y faire un tour et vous verrez que nos cités sont pleines de talents cachés, pleines de jeunes hommes et de jeunes femmes qui rêvent d'avoir autre chose que des tours comme horizon. Tu n'auras aucun tabou? C'est un petit peu compliqué, mais je pense que je garderai cette honnêteté-là parce que depuis le début, je l'aide, donc je vois pas pourquoi je devrais je vois pas pourquoi je devrais censurer ou plutôt masquer les choses et ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Une parole libre, à l'image de Kumba et Diouma, deux jeunes femmes bien décidées à écrire l'histoire de leur cité. Est-ce que les paroles des filles, la parole des filles se libère aujourd'hui?
Je crois que la parole des filles a toujours été libre. Simplement, elle était beaucoup moins visible et moins audible et souvent, on en prenait compte que dans la position victimaire, de victime. Oui. Et je trouve que c'est bien aujourd'hui d'avoir ces images de filles volontaires. Moi, j'ai grandi dans une cité et c'est vrai que ce sont des filles que j'ai connues, des filles comme ça. Malheureusement, je les entendais pas beaucoup dans les médias, donc c'est bien de voir qu'elles bloguent et qu'elles sont aussi visibles. Ces médias des quartiers populaires, en fait, sont souvent un point de départ, hein, un tremplin pour ceux qui les lancent. Oui, c'est le cas de beaucoup de personnes, je pense, notamment... Mohamed Hamidi, par exemple, voilà, qui est le fondateur du Bondi Blog et qui est aujourd'hui associé de Jamel Debbouze, qui est scénariste et réalisateur. Absolument, qui a réalisé un très très beau film qui s'appelle Né quelque part, qui lui était prof d'éco à la base, donc a une formation très très différente et finalement s'est lancé dans l'univers artistique et a rencontré des artistes qui lui ont permis de s'exprimer. Donc ça, c'est plutôt une très très belle histoire. Hein. Et c'est pas le seul. Et il y a ces médias donc dits de proximité, et il y a aussi les médias dits communautaires. Il y a une vingtaine de sites notamment. Quels sont ces médias communautaires? À qui s'adressent-ils et quelle influence ont-ils? Alors ces médias, je pense qu'ils sont vraiment influents. Ils s'adressent à des communautés particulières. Il y a 2 médias qui sont très actifs sur la communauté musulmane, par exemple, Ouma.com et Safir News, qui sont extrêmement influents, extrêmement actifs et assez prolifiques. Après, on a des médias comme Afrique.com qui existent depuis longtemps, donc qui parlent plus à la diaspora africaine, mais aux Africains qui vivent aussi en Afrique. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a les deux côtés de la Méditerranée. On a des sites qui s'adressent peut-être plus aux Antillais. Donc là, on est... alors c'est plutôt des radios d'ailleurs pour les communautés antillaises, mais ça s'adresse à des groupes, voilà, Tropique FM qui marche très bien, qui marche même mieux que Radio Nova. Donc c'est intéressant de voir que ça marche bien. Africa numéro 1 aux Africains, Beurre FM. Donc là, ça s'adresse à un public d'origine maghrébine, mais maintenant, c'est plutôt un public de quartier populaire ou de zones urbaines. Est-ce que ces médias communautaires sont de plus en plus influents ? Je pense qu'ils le sont parce qu'ils permettent d'avoir une information qu'on n'a pas ailleurs. Et sur Trappes, les sites musulmans ont été très 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 actifs sur ce qui s'est passé cet été. C'était assez intéressant. Moi, j'ai suivi l'actualité sur ces sites parce que j'ai vu qu'ils étaient sur le terrain. Ils avaient accès à des personnes auxquelles les autres médias n'avaient pas accès. Et finalement, ils racontaient une autre histoire. Et ça, c'est vraiment très très intéressant. L'histoire justement des personnes qui avaient été contrôlées par les policiers à Trappes et qui avaient été à l'origine des révoltes qui avaient éclaté par la suite. Donc on a eu très vite le témoignage du mari qui n'avait pas voulu s'exprimer dans les grands médias. Et ça, c'était intéressant. Merci beaucoup Rokhaya Diallo pour votre éclairage et bonne fin de montage du documentaire. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous, très bonne journée à tous. À demain.